Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là déjà tout à l'heure à 9 h. Je suis très heureuse de vous accueillir donc, pour cette conférence d'ouverture officielle du 14e Forum des Interconnectés. Et pour introduire ces journées, j'invite tout de suite Madame Karine Donien-Sauze, vice-présidente de la Métropole de Lyon Numérique et présidente de l'Association des Interconnectés, à venir nous rejoindre sur scène. Bonjour Karine. Alors, bonjour à tous, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les maires, maires adjoints, représentants des territoires, représentants aussi de services de l'État. Ils sont nombreux à nous avoir rejoints pour ce forum, chers partenaires aussi, tout simplement, chers amis. Je suis et nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver pour cette 14e édition du Forum des Interconnectés. Alors, nouveau lieu, pour une dynamique dont nous avons souhaité renforcer le trait, car elle reflète un constat qui s'est largement confirmé au fil de notre Tour de France auquel nous tenons. Les territoires sont les acteurs et les activateurs de cette transformation et de cette innovation par le numérique. Lorsque les associations d'élus France Urbaine et la DCF avaient eu cette intuition il y a déjà 15 ans, dans ce contexte de tsunami numérique, qu'il était nécessaire de créer un lieu de résonance, d'échange de perspectives et de bonnes pratiques pour potentialiser les opportunités et les forces de changement qui pouvaient éclore à cette échelle territoriale de l'intercommunalité, de la communauté de communes et des métropoles. Nous n'imaginions peut-être pas à quel point ce cheminement s'inscrirait dans un temps au long cours avec autant de séquences. Et cette intuition qui a fondé Réseau des territoires innovants, dont la mission est d'être l'oreille attentive des préoccupations, des questionnements, de l'action de ces territoires acteurs du changement, pour créer de la mutualisation, pour engendrer aussi de l'action d'autres par l'action de certains, et aussi former cette voie collective claire et contributive qui vient dialoguer avec d'autres échelons que sont les départements, les régions, les différents services de l'État et l'État lui-même et son gouvernement. Cette intuition s'est transformée par la force du constat en 4 convictions majeures. La première, c'est que la transformation a besoin de s'opérer là où se joue le lien de proximité avec le citoyen, à l'échelle de son écosystème de vie. Et le pragmatisme est un facteur clé de succès pour réussir ce saut du changement. La seconde conviction, c'est que la mutualisation, la collaboration territoriale sont des éléments de force pour faire plus vite et mieux face à la complexité des enjeux qui sont face à nous, en particulier autour de 6 briques essentielles pour accélérer cette transformation numérique. 6 briques que vous retrouvez ici dans ce forum: l'aménagement numérique, les infrastructures, la donnée, la participation citoyenne, la modernisation des services publics, l'intelligence des territoires et l'expérimentation. Une troisième conviction: le basculement à l'échelle nationale pour une France du XXIe siècle qui s'empare pleinement de cette nouvelle révolution et embrasse l'ensemble de ses dimensions transformationnelles. Cette France du XXIe siècle passera par une république des territoires innovants. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le choix, cette année encore, de ce thème flambeau, la République des territoires. Enfin, il nous semble que la tendance de fond est de refondre les principes de faire et que fondamentalement, plus encore que l'innovation elle-même, il faut s'intéresser au processus même de l'innovation comme acte de changement. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons cherché à insuffler, dans les nouveaux formats qui vous sont proposés pour cette 14e édition du Forum Action. Notre intention est d'intensifier encore les croisements de perspectives, d'aborder ces enjeux sans concession, de ne pas craindre aussi la contradiction, chercher à établir des socles communs pour bénéficier d'une puissance et d'une créativité collective qui nous permettent de regarder dans la même direction. Alors ces nouveaux formats, vous allez les découvrir au cours de ces 2 jours. Dès midi, le tribunal sur les passes de service organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le débat mouvant sur l'innovation territoriale organisé par l'île Métropole. Et puis c'est aussi ce village qui nous fait communauté d'acteurs tous ensemble. Alors pour finir et avant de rejoindre cette première conférence plénière qui ouvre notre 14e forum,
Je voudrais cette fois, avec ma casquette vice-président de la métropole de Lyon, au nom du président de la métropole, au nom également du maire de la ville de Lyon, vous dire à quel point c'est toujours un immense plaisir d'accueillir ce forum à Lyon. Les Interconnectés, cette année, vous reçoivent à un moment et en un lieu qui nous sont particuliers. Demain s'ouvre la fête des Lumières qui va faire de notre ville un espace d'expression artistique et d'innovation toujours très inédit. Ce sont plus de 50 créations qui vont s'emparer de la ville pour une communion des Lyonnais et de ses visiteurs qui sont venus du monde entier. J'espère que vous pourrez en profiter. C'est pour nous, dans le cadre de cette fête, le monde artistique qui rejoint le monde économique. C'est aussi le temps de l'innovation et la créativité par la lumière. Et puis cette année, le Forum Action se tient au double mix, ici. Et vous êtes ici au cœur de l'innovation, dans un quartier de 125 hectares, qui est un nouveau terrain de jeu dans notre transformation urbaine. Car vous êtes ici dans un centre névralgique du monde académique lyonnais, mais surtout, dans les mois à venir, un futur campus démonstrateur qui va jouer pleinement de ses spécificités comme nous le faisons pour chacun des quartiers laboratoires de notre ville de demain. Car ici, vous avez un vivier d'innovateurs de près de 30 000 étudiants, ce qui représente environ 20% des étudiants de la métropole, 2000 chercheurs, 1500 doctorants, 85 nationalités, 200 associations étudiantes, une force scientifique et technologique qui est sans équivalent, car elle mixe évidemment des instituts académiques qui sont nombreux, mais aussi des entreprises, dont notamment l'entreprise qui a donné lieu à Navia dans le quartier Lyon-Confluence, et des dispositifs d'innovation. Pulsalis, qui est la société de transfert qui relie Saint-Étienne et Lyon, et je suis sûre que Samy Kefi-Jérôme sera sensible puisqu'il est lui-même élu de Saint-Étienne, et puis l'IRT Systemix, et puis la préfabrique de l'innovation que je crois vous aurez l'opportunité de visiter. Alors comme vous le savez, la métropole de Lyon est un territoire résolument engagé dans cette transformation fondatrice de la ville de demain. Ce quartier est une de ces nouvelles et futures étapes. Aussi, c'est un honneur d'être la scène de ce Forum Action et de vous voir rassemblés ici pour agir ensemble et mettre l'innovation des territoires en lumière. Je vous remercie et excellent forum. Merci beaucoup, Karine. J'invite maintenant Samy Kefi-Jérôme, adjoint au maire de Saint-Étienne, conseiller régional délégué au numérique et à l'e-administration de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour son allocution d'ouverture également. Merci d'être là. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Karine a fait les salutations protocolaires, donc je vous dis bonjour chers collègues, bonjour chers amis, bienvenue en région Auvergne-Rhône-Alpes et bienvenue à Lyon. Et à Villeurbanne, sur la métropole de Lyon à Villeurbanne. Je suis donc Samy Kefi-Jérôme, conseiller délégué à la e-administration. Alors derrière ce i, il peut se cacher beaucoup de choses, mais se cache surtout et apparaît surtout la volonté du président Laurent Wauquiez et de la vice-présidente en charge du numérique Juliette Jarry de faire du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes une priorité. Alors ça, beaucoup d'élus annoncent ce type de choses, mais vous savez que pour en faire une priorité, il faut deux choses. Un, des moyens. C'est pourquoi c'est un budget en constante augmentation depuis le début du mandat en janvier 2016 et 4 années à venir avec 650 millions d'euros qui seront investis sur la région dans le numérique. Deuxièmement, c'est un portage politique. Avec Juliette Jarry, vice-présidente dédiée au numérique, c'est la première fois en Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y a une présidente dédiée avec une feuille de route qui balaye 3 axes principaux, et je m'étendrai uniquement sur le troisième. Le premier, bien sûr, la fibre optique et le déploiement du très haut débit et de la 4G et la résorption des zones blanches sur l'ensemble du territoire régional. Le deuxième, l'accompagnement des start-up et la formation avec un campus numérique qui vient d'être inauguré au King Charles à Lyon, avec 500 premiers étudiants et la seule déclinaison en France, en Europe et dans le monde de l'école 42 de Xavier Niel, avec une école qui s'appelle le 101. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un volet sur la e-administration. Nous avons déjà eu à opérer quelque chose d'assez révolutionnaire dans le cadre de la loi NOTRe que vous avez tous vécu ou subi selon les points de vue. Et nous avons eu en plus de cela à fusionner 2 mastodontes qui étaient les régions Auvergne et Rhône-Alpes. Donc c'est chose faite, ça s'est fait
au pas de course, parce que nous savions qu'il y avait tellement de défis à relever qu'il était essentiel pour nous de gérer cette première phase administrative. La deuxième que nous allons amorcer, c'est une révolution interne du Conseil régional dans ses pratiques pour une e-administration plus performante, avec quelques orientations majeures. J'aime à dire que c'est une forme d'écologie de l'administration que nous allons opérer. Rappelez-vous ce qu'était le rapport des élus, rappelez-vous ce qu'était le rapport de nos concitoyens à l'écologie. C'était quelque chose qui était assez éloigné de nos pratiques et souvent on l'utilisait comme une sorte de faire-valoir, mais non pas ancré dans l'ensemble de nos politiques. Et regardez maintenant, ce n'est plus l'appartenance à tel ou tel groupe politique qui génère une politique écologique. Nous avons intégré tous dans nos politiques publiques, quelles qu'elles soient, au niveau des mairies, des départements, des intercommunalités ou des régions, dans toutes nos délégations, l'écologie. Eh bien, à travers le numérique et à travers la e-administration, c'est ce type de révolution que nous souhaitons adopter et mettre en œuvre. Bien sûr, une assemblée régionale avec zéro papier, ça je pense que tout le monde ici en convient, d'arrêter de couper des arbres pour imprimer des pages de rapports et d'annexes qui ne sont pas lues. Des espaces collaboratifs par tous les agents, COPIL, COTEC, etc. Combien de réunions nous mobilisons des cadres qui viennent des quatre coins d'une ville, d'une interco, d'un département, d'une région, pour des réunions courtes d'information, eh bien nous allons là aussi bouleverser nos pratiques, faire ce type d'économie d'échelle et faire en sorte que lorsque nous nous réunissons de manière physique, c'est soit pour réfléchir, comme aujourd'hui, et débattre, ou décider. Une e-administration moderne, ça passe aussi par la simplification et l'accélération de la circulation de l'information. Nous avons un véritable enjeu face à nos concitoyens qui, eux, à travers leurs smartphones, leurs tablettes, leurs ordinateurs, sont tous utilisateurs de ces services numériques. Services numériques privés, avec un accès gratuit, simple, fluide, avec une identité numérique dont Google et Facebook ont le monopole, avec toutes les dérives que cela entraîne. À nous, collectivités, de bouleverser nos pratiques. Karine l'a très bien évoqué tout à l'heure, de changer nos usages, car le gap entre ce que nos concitoyens vivent face à des services privés avec une apparence de gratuité et le service public va tellement s'alourdir que nous serons jugés comme inefficaces. Enfin, nous avons et nous collectons tous une quantité de données colossale. Et la révolution du numérique avec l'open data et le big data est une opportunité unique à la fois pour mieux connaître nos concitoyens, pour mieux connaître nos territoires et pour faire de la donnée que nous collectons et qui est pour l'instant morte, une donnée vivante au service de l'intérêt général et de l'intérêt commun. Tout cela ne pourra pas se faire, bien sûr, sans la confiance. Regardez la façon dont réagissent nos concitoyens dès lors qu'un fichier national peut être créé avec simplement des numéros de passeport ou de carte d'identité, alors qu'ils délivrent allègrement et sans la moindre retenue leur intimité, leur vie privée, exactement presque leur subconscient à travers leurs recherches Google, sans sourciller, sans la moindre hésitation. Et c'est là où nous sommes face à un enjeu majeur, d'une part de libre arbitre pour nos concitoyens qui se font, non pas manipuler, mais en tout cas où le privé et les entreprises, les GAFA notamment, ont parfaitement intégré les usages de nos concitoyens à travers ces pratiques et utilisent la donnée massivement à des fins commerciales. Nous avons à créer cette confiance pour que les données que nous collectons soient protégées et soient utilisées de façon vertueuse. Et pour cela, nous revenons, Juliette Jarry a conduit une délégation, Juliette Jarry, la vice-présidente au numérique à la région, a conduit une délégation en Estonie. Et l'Estonie, c'est le pays de l'Union européenne, voire du monde, qui est le plus en avance sur ces questions de e-administration et d'identité numérique. En Estonie, vous pouvez, avec votre identité numérique, aller chez le médecin, réserver votre carte de train, payer vos impôts en quelques clics, créer votre entreprise, bref, toute une chaîne publique, privée, qui vous permet sans couture d'accéder à l'ensemble des services de la collectivité et de l'État, ou éventuellement de services privés qui sont en lien avec l'État. Eh bien,
c'est ce type de démarche que nous allons entamer. C'est un véritable chantier que nous ouvrons avec le président Laurent Wauquiez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en premier lieu avec nos usagers, les usagers des TER, les usagers des lycées, donc avec les ENT dans les lycées notamment, et bien sûr nos partenaires des intercommunalités. Donc nous allons, et nous vous invitons à débattre avec nous cet après-midi, notamment sur ces questions-là, car nous avons un challenge incroyable à opérer tous ensemble. C'est comment, dans ce cadre de confiance, collecter cette donnée, utiliser cette donnée pour améliorer nos services publics, mieux connaître nos usagers et faire en sorte que, sans couture, à partir d'une seule entrée, d'une seule inscription, eh bien, nos concitoyens puissent avoir accès aux services publics. J'en terminerai sur une chose qui nous tient à cœur, et je pense, vous tous réunis, avez cela à l'esprit. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons la majorité de nos concitoyens, 8 millions d'habitants, qui habitent dans des communes de moins de 20 000 habitants. Et il y a quelques années, lorsque la fibre optique a commencé à se déployer, nous pensions qu'il suffisait d'apporter la fibre optique dans un village ou dans un territoire rural pour que, simplement, les pratiques changent et que ces territoires se repeuplent. Il n'en est rien. Et l'enjeu pour nous tous, c'est de faire en sorte que le numérique soit une véritable opportunité de déconcentrer les services, d'arrêter de... Je n'ai rien contre la métropole de Lyon, nous sommes d'ailleurs ravis à Saint-Étienne de devenir, où je suis élu, de devenir une métropole à partir du 1er janvier 2018, mais nous sommes face à un véritable enjeu où la fracture sociale de demain sera une fracture numérique. Et notre rôle en tant qu'élus, en tant que décideurs, est de veiller systématiquement dans toutes les décisions que nous prendrons à ne pas tout orienter vers les métropoles, mais être les garants d'une équité territoriale qui permettra à nos concitoyens, qu'ils habitent en zone rurale ou urbaine, d'avoir accès à tous ces services et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre une personne qui vit à la campagne et dans les villes. En tout cas, c'est le souhait du président Laurent Wauquiez et c'est le souhait de toute l'équipe régionale. Merci aux interconnectés de nous réunir chaque année pour débattre et préparer le monde de demain et la France de demain pour une e-administration et un service public amélioré. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Samy Kefi-Jérôme, pour cette introduction très inspirante pour les débats qui vont suivre. Merci, et j'en profite évidemment pour remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes, soutien historique du Forum des interconnectés chaque année, ainsi que la métropole de Lyon et tous les partenaires privés que vous découvrirez sur les espaces. Merci à vous de rendre cet événement possible chaque année. Et maintenant, j'invite donc pour le premier débat plénier de ces journées, à nous rejoindre sur scène Monsieur Hakim Oral, adjoint au maire de Lille, conseiller de Lille Métropole à l'économie numérique. Bonjour Hakim. Installe-toi où tu veux. J'invite également Olivier Carré, maire d'Orléans et président d'Orléans Agglomération. Merci beaucoup d'être là. Marc-André Sabater, maire de Vire-Normandie et président de l'intercom de la Vire au Noireau. Et on vous a écouté, effectivement. On veille à avoir aussi des territoires qui ne sont pas des métropoles. C'est important. Soyez les bienvenus. J'invite Karine Donien-Sauze à nous rejoindre. Et Pierre Péziardi de Beta.gouv, il est là. Et Emma Gariani de la Mednum. Soyez les bienvenus. C'est convivial ici, on se fait la bise, il n'y a pas de problème. On est entre nous. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation pour ce premier débat. Alors, les introductions, vous l'ont situé tout à l'heure. On est bien dans cet objectif d'aller construire au quotidien cette République des territoires innovants. Chacun d'entre vous fait son pas, son œuvre à son échelle, sur son territoire. Là, collectivement, l'idée, c'est de s'interroger sur comment, ensemble, on peut faire mieux, comment, ensemble, on peut lever aussi les difficultés qui existent pour arriver à
passer un cap, pour arriver à gagner du temps, gagner en efficacité sur nos projets. Donc c'est l'objectif de cette première table ronde sur les défis communs. Et donc, pour éclairer nos points, donc, l'idée, c'est qu'on va vous proposer à chacun d'entre vous de témoigner un petit peu des défis tels que vous les ressentez sur vos territoires. Qu'est-ce qui vous semble à chacun les points les plus saillants, les plus importants qu'il faudrait réussir à faire bouger pour changer d'échelle, pour changer concrètement de manière de faire. Donc pour démarrer sur ce tour de table, Olivier Carré, est-ce que vous voulez prendre la première intervention? Vous êtes donc maire et président de l'agglomération d'Orléans. Dans le cadre de votre agglomération, vous travaillez évidemment très fortement. On a été très heureux de venir à l'Interco-Tour en étape à Orléans et on a été frappé du succès d'une thématique sur la Smart City à Orléans. Il y avait 180 personnes réunies, vraiment tout le monde s'était mobilisé, une belle mobilisation sur le sujet. Donc beaucoup de dynamisme, on sent qu'il y a des startups, ça bouge bien. Et pourtant, vous me disiez dans la préparation qu'il y a des leviers qu'il faut débloquer aujourd'hui pour aller plus loin. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler effectivement des éléments que vous souhaitez mettre en lumière? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci aux interconnectés de continuer ce Tour de France et de le conclure, je crois, à Lyon pour nous mettre en avant. Dans les deux introductions précédentes, elles illustrent bien ce qui est en train de se passer en France, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Avec, à ma connaissance, il n'y a pas un pays. J'inclus l'Afrique, j'inclus tous les continents. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui n'est pas sur ces registres de digitalisation, de montée en avant, de transformation des systèmes. Parce que nos concitoyens, aujourd'hui, de la même façon qu'ils ont abordé et absorbé les questions de développement durable, aujourd'hui, utilisent la digitalisation pour récupérer du pouvoir, pour récupérer la capacité à avoir du choix, pour devenir autonome, comme ils le pensent. Ça a été évoqué tout à l'heure, les GAFA, la neutralité de l'Internet, etc. On peut faire des tas de débats, mais chacun essaye de récupérer une capacité, une autonomie à pouvoir choisir à partir de l'acquisition de données et aussi à partir de sa capacité à émettre des données. La TripAdvisorisation, comme certains l'évoquent, est quelque chose qui aussi est très important. Ça interpelle forcément les pouvoirs politiques, les fonctionnements internes de nos démocraties. Démocratie, alors je parlerai pas à l'échelle nationale, mais de la façon où nous, les élus locaux, nous la vivons de façon permanente, avec des allers et retours que nous connaissons bien. Ça fait des lustres que les élus savent l'importance à attacher à la concertation, mais aujourd'hui, on est passé à un autre stade. On est passé à une capacité et une envie de co-construction. Ce qui, à ce moment-là, interroge les systèmes verticaux, les systèmes de représentation, le rapport qu'il y a avec l'administration, le rapport entre le service public et le service attendu. Le service a été rappelé tout à l'heure, le service perçu, le service rendu. Donc tous ces éléments-là, qui ont été beaucoup sollicités par les nouveaux entrants de la sphère marchande et qui a fait leur succès à l'échelle planétaire, quelques milliards de clients en quelques années, qui sont des phénomènes qui sont uniques dans l'histoire économique et dans l'histoire du monde, ne peut pas être neutre sur la façon dont les organisations elles-mêmes, notamment territoriales, doivent se comporter. Donc on est sur des challenges qui vont largement au-delà d'une couche numérique sur des habitudes que l'on a prises. C'est quelque chose qui, par définition, doit être intégré dans une remise à plat quasi complète du fonctionnement de nos services publics, de la façon dont les décisions sont prises, alors même que la spécificité du service public, c'est qu'il doit toujours être opérant en permanence pour la sûreté, la solidité, la robustesse des services qu'il fournit à la population qui attend cette robustesse. On peut pas, nous on n'est pas défiés, Lyon, Orléans, Saint-Étienne ne sont pas défiés par de nouveaux entrants. Des équipes électorales sans doute, mais la ville reste la ville.
Ce n'est pas des habitudes de consommateurs d'hypermarchés qui sont d'un seul coup bousculées par Amazon, Alibaba ou d'autres. Nous, on est dans l'obligation de continuer un service tout en ayant la nécessité de se transformer de façon endogène en très grande profondeur. Et ça, c'est des éléments qui, déstabilisent complètement les équipes, font apparaître des rigidités, amènent à se poser de vraies questions de gouvernance, amènent à se poser de vraies questions de management, parce que tout doit venir de l'endogène. On doit s'auto-challenger, ce qui est beaucoup plus difficile que de se challenger par rapport à un concurrent, par exemple. C'est pas du tout le même mode. Et donc, créer un état d'esprit à l'intérieur de ces équipes qui n'est pas du tout naturel. J'ai un exemple. Par exemple, on est en ce moment en train de travailler sur une délégation de service public sur le transport public. Donc, on est à Orléans, comme dans beaucoup de métropoles, assis sur un système de radial, de lignes fortes, de lignes plus faibles, centrées, voilà, avec une caractéristique, c'est qu'on est une métropole pas très dense, assez grande et pas très dense par rapport à d'autres métropoles. Et je souhaite introduire dans cette DSP un assez complet changement de fonctionnement, et notamment sur les franges les plus en périphérie, amener ce que l'on appelle du transport programmé. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme Uber, vous commandez sur votre smartphone, vous faites savoir que vous avez envie de monter dans un transport en commun qui vous amène à un point de collecte. Et donc, il n'y a plus des radiales qui arrivent dans les parties les plus désertes. Et c'est un système de navettes qui ramasse en permanence et qui reprogramme par des algorithmes, exactement ceux qu'il y a chez Uber ou chez d'autres sociétés de transport de cette nature. Et on peut faire fonctionner ça. Ça change complètement le modèle économique. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir si c'est bien. C'est même une situation quasi idéale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes de services publics. Par contre, la vraie question, c'est la transition d'un système à un autre. C'est de trouver des acteurs qui sont les acteurs majeurs, considèrent que c'est un peu superfétatoire et c'est trop bien, ils le jugent comme tel. Et de l'autre côté, j'arrive pas non plus à trouver de start-up qui soit assez robuste et assez solide pour pouvoir m'assurer un service public que je dois garantir sur ces sphères-là. Quant aux services eux-mêmes, c'est une remise en cause d'une certaine façon de penser et c'est compliqué de faire recalculer l'ensemble du modèle parce que derrière, il y a des tas d'interactions sur l'ensemble du fonctionnement des parties les plus denses. Et on change complètement de modèle économique. Donc on voit bien que ces résistances-là qui sont disruptifs, qui d'habitude amènent l'émergence de nouveaux acteurs dans la sphère marchande qui vont catapulter et se précipiter sur des concurrents et sur les tenants du marché pour leur prendre des parts de marché. Et souvent, ils y arrivent. Là, nous, on doit s'auto-challenger de l'intérieur, ce qui est beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est un des vrais défis, je trouve, pour les collectivités aujourd'hui et pour l'ensemble des entités publiques, c'est comment est-ce que l'efficacité du mode disruptif arrive à avoir... quels sont les systèmes qui font qu'on va avoir la même efficacité dans un environnement non concurrentiel avec ce qui se passe en termes d'efficacité dans un monde disruptif. Merci de ce point, parce qu'effectivement, on est là sur une transformation pas technique, mais bien une transformation organisationnelle et une transformation d'état d'esprit, finalement, hein, qui insuffle effectivement cette nouvelle manière de penser si on se projette vraiment dans cette transformation de société. Alors évidemment, vos propos ont fait réagir en premier lieu Monsieur Pézardi ici, puisque vous êtes Pierre Pézardi à beta.gouv.fr, un peu le fer de lance de ces dynamiques-là au sein de l'État. Est-ce que vous pouvez peut-être, dans un premier temps, nous expliquer ce qu'est beta.gouv.fr et peut-être réagir aux propos d'Olivier Carré? Oui, donc je peux que souligner la pertinence des propos de Monsieur le maire d'Orléans, puisque c'est une révolution du management. Quand il y a 4 ans et demi, avec Henri Verdier, qui est le directeur interministériel du numérique, on s'est questionné sur cette révolution du management, qui n'est pas une révolution de la technologie. Il y avait finalement 2 options, c'est-à-dire soit on essayait de faire du changement en étalant la confiture à l'infini sur la tartine, en essayant de
et venir répéter à tout le monde et ad nauseam que c'est une révolution du management, et donc faire des injonctions aux uns et aux autres à dire mais vous devriez changer, vous devriez changer. Moi, quand on me dit ça de changer, je ne change pas. Surtout quand j'ai des habitudes ancrées, quand ce sont des choses et des modes de représentation, des habitus, dirait Bourdieu, qui sont là depuis longtemps, je ne vais pas les changer. Donc on a pris une option radicale pour produire ce changement, c'est de le faire de manière beaucoup plus petite, mais radicale, mais profonde. Alors ça s'est traduit par cette idée d'un incubateur de start-up d'État. Start-up d'État, ça sonne comme une oxymore, hein. Start-up, État, mais c'était volontaire. Et l'idée principale de cet incubateur, c'est de permettre à des agents publics, c'est un programme d'intrapreneuriat, d'accord ? Il n'y a pas de capital, hein, il n'y a pas d'investissement. L'État a encore un petit peu de moyens et il peut mettre 200 000 € dans une start-up pour fabriquer un service public numérique. Mais l'idée intéressante, c'est de donner une zone de pouvoir, d'autonomie, à des agents publics qu'on va sélectionner, non pas sur leur technicité, mais sur leur engagement, sur leur détermination, sur une forme d'indignation souvent à résoudre un problème. Nous, on fait du numérique qui n'est pas du numérique mouf-mouf ou la prochaine, on va faire du blockchain dans l'État. On ne fait pas ça, on résout des problèmes. Si vous voulez, dans notre pays, il y a 40% de non-recours aux prestations sociales. Dans notre pays où il y a 10% de chômage, le Pôle emploi offre un accès aux offres d'emploi. Les offres d'emploi, c'est 7% du marché. Le marché est caché et donc je vous conseille plutôt d'aller sur le site de La Bonne Boîte, qui est fait justement par Pôle emploi, mais par un agent qui était un agent de Hayange, qui était derrière un guichet, si vous voulez, qui à un moment donné de sa vie se dit mais c'est quand même pas possible que Pôle emploi ne flèche pas les candidatures spontanées pour les chômeurs. Eh bien, 3 ans plus tard, une équipe de 4 personnes, c'est ça une start-up d'État, hein, enfin, c'était une équipe de 2 personnes qui sort un truc en 6 mois, et une équipe de 4 personnes a provoqué ce changement dans Pôle emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des conseillers, si vous allez en agence, vous conseilleront de dire « Ah, répondez à cette annonce, mais n'oubliez pas de consulter cette liste d'entreprises qui vont recruter et de leur faire des candidatures spontanées. » Donc, on peut provoquer du changement très profond au sein même des structures en changeant d'habitude vraiment. C'est-à-dire, si vous devez changer le produit, il faut changer le process, il faut changer la manière de faire. Donc, la manière de faire, on a tout changé. On donne, donc on ne fait plus de cahier des charges, on ne fait plus d'outsourcing, on ne fait pas de gros projets, de grands soirs. Hein. Vous connaissez un petit peu les tragédies de l'exécution dont est coutumier l'État. Je vous remercie pour les financer. Mais il y a une deuxième tragédie qui souvent sous-tend la production de systèmes d'information, qui est une tragédie de la finalité. C'est-à-dire souvent, comme on ne prend pas la mesure de ce qu'a dit M. Carré, on reproduit. C'est-à-dire on fait des systèmes d'information qui reproduisent l'ancien système. On fait des formulaires CERFA numériques. Vous voyez ? Là où il faut faire des systèmes de transport qui font levier sur la multitude. Vous avez encore des pilotes, je vous conseillerais, on se verra peut-être après, faites du covoiturage, vous aurez des solutions. Pour bâtir ces transports publics du futur, ils sont probablement plus connectés, comme vous l'avez décrit, plus dynamiques, plus réactifs avec nos données, mais ils sont probablement ils impliqueront probablement, en fait, on parlera probablement plus de politique publique participative, hein, et ceci étant valable pour les transports, mais je vous laisse imaginer pour les politiques d'accueil, etc., ce que ça peut être. Donc voilà, le message fort que j'essaye de dire, c'est pour prendre la mesure de ce qui est une transition managériale, vous ne pourrez pas la faire de manière incantatoire en disant je vais transformer tout mon COMEX, c'est impossible. Faites des petites choses, mais des petites choses radicales qui produisent. Et donc, c'est tout à fait possible de le faire dans la fonction publique. L'État l'a fait. On le fait désormais dans certains territoires comme le Pas-de-Calais ou la ville de Paris. Il y a fort à parier qu'on puisse le faire chez tout le monde.
Est-ce que vous avez justement l'idée, on a eu des discussions là-dessus, que des territoires puissent progressivement aussi proposer des services? Alors, on pousse, nous, à ce que ce soit possible, bien sûr. Donc, mais vous êtes une équipe qui est encore réduite. On sait qu'on ne peut pas tout faire. Mais dans cette logique-là, est-ce qu'on peut imaginer que demain, à Vire ou ailleurs, on puisse dire, tiens, comme l'agent de Pôle emploi, moi j'ai une idée, je sais que ça ne marche pas, je vais toquer à la porte de beta.gouv.fr et puis .fr, pourquoi beta.gouv, à travailler ensemble. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Si vous voulez, je vous ai dit que je venais rarement faire des conférences pour vous dire de changer parce que ça ne marche pas, mais je suis désolé, non pas pour vous, mais pour eux, en fait. Parce qu'effectivement, nous allons, pour faire ce que vous décrivez, pour accueillir des agents publics de la ville, de la métropole de Lyon, de la métropole d'Orléans ou du Pas-de-Calais, il faut que... On ne va pas les amener à Paris. On a beau être un étage à commun, il faut quand même s'en départir un petit peu. L'innovation, elle n'est pas au centre, elle est au plus près des irritants vécus par les uns et les autres. Donc les irritants dans le Pas-de-Calais sont différents des irritants qu'on trouve à Orléans, etc. Et donc il faut organiser cette capacité de donner des zones d'autonomie à des agents publics à tous les niveaux. On l'a fait déjà à la ville de Paris. On a les 3 premières start-up de département du Pas-de-Calais qui vont être élus le 11 décembre par le président et qui vont démarrer en janvier. Donc notre volonté, c'est d'organiser des incubateurs, un réseau d'incubateurs publics, d'accord, et donc de fabriquer surtout une communauté sans frontières. Ce réseau d'incubateurs, il a la forme des organisations qu'on appelle, il n'a pas la forme d'une pyramide, il a la forme d'un Wikipédia, d'un réseau d'entraide. Donc c'est une communauté de savoir-faire, de pairs, qui va s'entraider. Et donc je souhaite de tous mes voeux effectivement qu'apparaissent des petites start-up de métropole, des start-up de département, ça et là. Et je vous l'accorde de manière très opportuniste aujourd'hui, c'est le fruit de rencontres. On n'est pas en... Donc il faut absolument rencontrer ce monsieur pour aller avoir une start-up qui travaille sur vos projets. Merci beaucoup pour ce point. On a évoqué effectivement cette transformation importante. Je suis très contente aujourd'hui que monsieur André Sabater soit avec nous parce que vous êtes, vous, le président d'une intercom nouvelle. Donc ces intercommunalités sont le produit des évolutions législatives récentes, regroupement de plusieurs intercommunalités, avec donc les spécificités que cela attend, une dimension importante pour des communes de petite taille dans la majorité. Alors évidemment, dans les métropoles, il y a aussi des petites communes, ils ne l'oublient pas non plus. Je suis vraiment contente que vous soyez là pour porter la parole aussi de ces territoires, parce que les métropoles ont beaucoup de facilité à parler de ces sujets. Pourtant, nous, on le voit dans le cadre du Tour de France, il y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup de désir aussi d'aller vers ça dans l'ensemble des territoires. Et donc aujourd'hui, vous en êtes un peu le porte-parole. Donc, je ne veux pas vous mettre trop la pression. Non. C'était plutôt une louange qu'une pression dans l'intention. Très bien. Écoutez, d'abord, merci de me permettre de m'exprimer aujourd'hui devant vous. Je vois la République des territoires innovants, ça me plaît beaucoup. C'est vrai qu'en matière d'innovation, en termes d'organisation territoriale, on a fait fort dans notre secteur, puisqu'on a fait des grandes intercommunalités comme l'État nous y a poussé avec la loi NOTRe, mais on a aussi fait des communes nouvelles et on a transformé des intercommunalités en communes nouvelles. Et on a fait beaucoup cela, ce qui fait qu'en 2 ans, notre territoire s'est considérablement réorganisé pour faire face à des enjeux importants. C'est d'abord aussi les conséquences de la loi NOTRe, le phénomène régional, l'agrandissement des régions. Chez nous, c'est la Normandie, puisque je suis moi maire d'une commune qui s'appelle Vire-Normandie maintenant, qui est donc une commune nouvelle, une ex-communauté de communes transformée en une seule commune, aujourd'hui 18 700 habitants. Je suis aussi président d'une intercom qui a été créée au 1er janvier 2017, donc qui regroupe 50 000 habitants. Et la question pour nous, au travers de ce que je viens d'entendre, j'ai l'impression que c'est un monde qui n'est pas encore le nôtre, mais dans lequel on aspire très fort à entrer. Et c'est ça notre sujet. On parle de fracture numérique sur les territoires. Et alors je suis désolé parce que je vais peut-être aller sur des sujets des questions qui se sont posées pour d'autres territoires avant nous, mais qui se posent clairement à nous. Elles se posent encore presque partout. Elles se posent encore dans beaucoup d'endroits. Nous, on est un territoire assez rural avec deux villes qui concentrent
je dirais, l'essentiel des services de l'activité économique, avec des taux de chômage qui sont beaucoup plus faibles que les moyennes régionales, enfin, nationales, régionales, départementales, donc avec une vraie dynamique économique. Moi, la commune dont je suis le maire aujourd'hui, c'est 11 800, enfin, l'ancienne ville de Vire, c'est 11 800 habitants, 11 500 actifs. Donc vous voyez que c'est assez extraordinaire comme ratio. Donc une vraie dynamique industrielle, ce qu'on appelle des champions cachés, beaucoup d'entreprises, de PME qui sont extrêmement dynamiques. Et la question qui se pose à nous, c'est comment on existe avec des métropoles ou grandes agglomérations qui ne sont pas très loin de nous. Il y a Caen, il y a Rennes, Caen d'un côté, Rennes de l'autre. Et comment on fait pour exister dans cette grande région qu'est la Normandie? Comment on fait pour exister face à des métropoles ou avec des métropoles ou des agglomérations comme celle-ci? Alors nous, les enjeux, ils sont là. C'est clairement, on a une dynamique économique, on a une agriculture qui est forte. Comment on fait pour répondre à ces enjeux? Alors les enjeux, c'est d'abord trouver du personnel, le recruter, c'est avoir de la population, c'est-à-dire garder, faire venir de la population, c'est avoir des gens qualifiés, faire venir des cadres, des professions libérales, c'est adapter des services publics, maintenir et adapter des services publics avec des évolutions démographiques qui sont plutôt stables, voire négatives. Donc l'État se réorganise aussi en fonction de ces critères. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux très très forts pour nous, l'enjeu de la formation, de l'éducation, des services de santé. Hein. Voilà ce que sont les enjeux pour des territoires comme les nôtres. Et face à cela, il y a deux questions majeures pour moi. C'est la question des mobilités. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite à 5 km, par exemple, d'un pôle urbain, d'une entreprise, s'il n'a pas de moyens de locomotion, on a des niveaux de salaire qui sont quand même très bas, des niveaux de revenus qui sont plutôt bas. Comment on fait pour accéder à un stage? Comment on fait pour accéder à un emploi? Comment on fait pour accéder à un service public qui est sur la ville-centre, par exemple? Voilà les questions toutes bêtes qui se posent. Donc l'enjeu de la mobilité, il est majeur. Et évidemment, l'enjeu du numérique. La question pour nous, c'est l'accès au numérique pour tous. Parce que on a des territoires qui, dit-on, ne sont pas les plus favorisés, mais qui ont aussi beaucoup d'atouts. Ces atouts, il faut les valoriser au maximum. Et la question de l'accès au numérique pour tous, de la fracture numérique, c'est vraiment un enjeu essentiel. Nous, on attend beaucoup, évidemment, de l'État, mais pas seulement de l'État. On a des grands opérateurs, là, on pourra en parler plus en détail. Mais moi, je dis, ne nous oubliez pas, aidez-nous. Hein. Alors, c'est déjà le cas, hein, mais on peut, je pense, aller plus loin parce que le sentiment d'abandon, c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué. Hein. On a eu des séquences électorales qui l'ont démontré. Lorsque c'est un sentiment d'abandon ou un véritable abandon, je n'en suis pas sûr. Mais faisons garde de ne pas passer du sentiment d'abandon à la réalité de l'abandon. C'est une vraie préoccupation qui s'exprime chez les élus, notamment chez nous, des élus ruraux. Hein, voilà, enfin moi je situe le débat pour ce qui concerne notre territoire et je crois qu'on a beaucoup de territoires en France qui se posent ces questions-là. Donc on attend beaucoup, nous, de la couverture numérique, du développement du numérique, de l'accès au numérique pour tous, parce que pour nous, sont des enjeux véritablement vitaux, je dirais, pour continuer à faire vivre nos territoires, à répondre à ce que sont les besoins des entreprises, parce qu'on a des entreprises dynamiques. Et encore faut-il qu'elles puissent recruter, qu'elles puissent accéder aux marchés mondiaux, enfin exister dans la mondialisation, etc. Je ne dis que des banalités, des évidences, mais qui méritent d'être rappelées parce qu'elles sont vraiment prégnantes sur un territoire comme le nôtre. Je voulais aussi remercier la DCF, l'Assemblée des communautés de France, donc, qui permet aussi aux des territoires comme le nôtre. Là, je suis entouré dans une grande agglomération, à côté d'un président aussi d'une grande agglomération. Mais il y a des territoires et qu'on puisse avoir l'occasion de s'exprimer sur des sujets comme cela, c'est très bien. Et tout à l'heure, pour ceux qui suivent cette problématique de très haut débit, vous ferez partie, vous avez un moment dédié où vous parlerez justement de l'enjeu pour vous de rassembler des territoires qui ont une couverture disparate et qui doivent trouver une unité de couverture pour garder ce dynamisme fort. Parce qu'effectivement, moins de 7% de taux de chômage, une population active très forte, c'est des chiffres qui font rêver dans beaucoup de territoires. Merci beaucoup de ce point. Hakim Oural, quand on a discuté tout à l'heure, vous préparez cette intervention, vous me disiez, tu me disais, parce qu'on se tutoie, peut-être pas faire semblant, oui, que le défi, c'est aussi ce qu'on vient de dire là,
c'est que le minimum doit être acquis aujourd'hui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, peut-être préciser ce que tu as en tête sur ce point, c'est-à-dire très haut débit, c'est-à-dire accès pour tous. On retrouve vraiment ces deux axes-là. Oui, d'abord merci aux interconnectés, merci à toi et à Karine. Je me sens un peu chez moi ici parce que la métropole européenne de Lille et le Grand Lyon, enfin la métropole de Lyon sont quand même extrêmement proches et on apprend des uns des autres, souvent. Je rappelle que la métropole européenne de Lille est la métropole la plus rurale de France. On a des 90 communes et parmi les communes, on a des communes de 100 habitants, 200, 400 et on finit évidemment par une commune de 250 000. Donc on a une diversité qui nous renvoie à des problématiques qui sont des problématiques de sinistralité autour du numérique, de souffrance numérique, comme on peut l'appeler parfois, autour notamment de l'aménagement numérique et le fibrage dans le cadre du plan France Très Haut Débit, mais aussi tout simplement l'accès à des services qui sont liés à la capacité d'avoir des débits adaptés. Et donc, cette question qu'on évoque du service minimum en France, il faut l'objectiver, il faut l'affirmer, il faut que politiquement on le porte les uns avec les autres. D'abord, c'est par la gouvernance sur les territoires. Il faut absolument, en dehors des commissions régionales que l'État préside, co-anime avec la région, il faut qu'il y ait une gouvernance des élus locaux, des acteurs locaux, des entreprises, mais aussi des associations qui permettent de faire remonter les problématiques et les besoins. Ça, c'est essentiel. C'est une forme de conseil local du numérique qui vise à accélérer les transformations qui sont importantes aujourd'hui, qu'on n'a pas dans tous les domaines. On a évoqué l'économie, mais d'une certaine manière, dès lors où on arrive à mener des projets sur les territoires, l'économie va suivre. Mais c'est d'abord la capacité à faire remonter les besoins. C'est le rôle de prescripteur, au fond, des citoyens, qui est si important dans le domaine du numérique. Donc, une gouvernance locale, une intelligence collective qu'on puisse développer, qui est si importante dans les communautés qu'on aborde dans le cadre des services numériques. C'est aussi, à mon sens, exprimer le budget numérique sur un territoire. C'est quoi? Et je renvoie à ce que va dire Emma tout à l'heure, sur la question de la médiation numérique, littératie numérique, comme on l'évoque parfois dans certains milieux. C'est de quelle manière le numérique a été implémenté chez tout le monde. On parle de l'objectif 2022 sur le service public, sur la démat absolue de l'ensemble des démarches. Excusez-moi, mais même si la MENNUM va faire un travail extraordinaire, c'est quand même très compliqué d'envisager ça à l'heure aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une accélération. Moi, je crois que le service minimum, il faut l'objectiver. On est dans un pays où on a des problématiques de désertification médicale. On a de formidables entreprises dans le cadre de la French Tech, la Health Tech, sur la manière de pouvoir amener du service, pas de santé, mais du service d'accompagnement chez les habitants. La question du maintien à domicile, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, de quelle manière ça on puisse le faire remonter en fonction des problématiques des territoires. Ça, c'est, à mon sens, de l'ordre de la gouvernance. On évoquait dans un rapport, d'ailleurs, où les interconnectés avaient contribué, j'en remercie, la question des plateformes. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Jacques Marzin à l'époque, avant Henri Verdier, sur la question, au fond, des territoires plateformes. On a des territoires aujourd'hui qui peuvent exprimer leurs capacités, leurs problématiques et leurs spécificités au travers de services qu'on pourrait plugger sur des plateformes territoriales. En lien avec l'open data, un énorme travail de la DINSIC, des Talab sur le sujet, et qu'on puisse repousser les possibles, parce que le numérique, c'est un peu plus facile, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'avant, quand on voulait créer un nouveau service. Peut-être la dernière chose, je ne vais pas être trop long, pour moi, c'est aussi la question de l'anticipation. Je crois que, moi je viens, pour ça je disais, j'aime beaucoup venir aux interconnectés, parce que c'est la famille. La famille, parce qu'on sait qu'on est dans le même bateau, on sait qu'on doit combattre parfois des enjeux immenses, les GAFA, notamment leur capacité à squatter le territoire, plein de domaines dans le cadre du numérique. Et on se dit, nous, on peut réussir à être résilient dans ce monde-là et à porter des valeurs. Et on l'a réussi à le faire dans le cadre de la loi République numérique avec les données d'intérêt général, par exemple. Je crois que
petit à petit, plus on est nombreux dans ce type de réunion, on réfléchit ensemble, on agit ensemble. Je ne parle pas de Pierre, moi il m'a toujours passionné, la première fois que je l'ai vu, il m'a passionné, et sa capacité à être disruptif, même dans sa manière de nous parler. Mais je pense que là, on est sur la bonne voie. L'anticipation, malgré ce que tu pouvais dire tout à l'heure, je pense que quand même, il faut se poser la question de la blockchain sur les territoires. La désintermédiation qui va s'accélérer encore plus fortement avec la blockchain. La question de l'intelligence artificielle, je voyais qu'il y avait un sujet là-dessus. L'intelligence artificielle va effacer l'ensemble des services systématiques qui sont des services habituels, récurrents. Et ça, c'est des sujets qui vont réorganiser notre action publique sur les territoires. Et enfin, demain, on va pouvoir hyperviser l'ensemble des services sur un territoire avec les ordinateurs quantiques. Je veux dire que c'est ici qu'on doit y penser. C'est faire remonter d'un territoire à l'autre la capacité de répondre à ces enjeux pour en faire, au fond, un acte d'intérêt général. Merci de ce point. Effectivement, ça fait partie des réflexions collectives qui commencent à émerger dans nos différents moments, de se dire il y a des sujets peut-être dont il faut se saisir collectivement, et c'est bien ça l'idée de la République des territoires innovants, en y réfléchissant ensemble et en donnant une direction commune portée par les territoires au plus près des acteurs. On le voit bien à travers vos témoignages. C'est probablement là qu'on peut trouver des éléments de réponse, et il y aura en tout cas des réflexions nombreuses. Pour aller maintenant répondre à cet enjeu, ça a été cité à différents endroits. Olivier Carré, au sein même de la collectivité, il faut évoluer, il faut changer. Dans les territoires ruraux, avec la difficulté des acteurs d'être proches de ces questions de numérique, il y a en filigrane la question de la culture numérique, la question de la médiation numérique, comment on accompagne les publics. Et là, donc, Emma Gariani, je suis très contente que vous soyez avec nous, parce que vous êtes la directrice donc, de la MEDNUM. Donc, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, avec l'ambition de pouvoir effectivement outiller, passer aussi, changer de dimension sur cet accompagnement au public. Et ce qui est un défi important par rapport à l'ensemble des enjeux très très forts qu'on vient de voir. On imagine bien que quelqu'un qui a déjà du mal à aborder un ordinateur va avoir beaucoup de mal à réfléchir à l'intelligence artificielle, à l'impact des transports de demain, etc., etc. Donc il faut vraiment aller ensemble. Alors déjà, la MEDNUM, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous rappeler à tous de quoi il s'agit et puis comment vous allez agir sur ce point? Alors rapidement, donc la MEDNUM. Tout d'abord, merci pour votre invitation. On est ravis à la MEDNUM d'être présent aux Interconnectés. Alors la MEDNUM, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique. Donc en fait, la coopérative est née de la volonté de deux acteurs, de la volonté de la coopération de deux acteurs. D'une part, la puissance publique, sous les auspices du secrétariat d'État au numérique, et aujourd'hui, on travaille en lien étroit avec la mission Société numérique de l'Agence du numérique, donc d'une part, et d'autre part, les acteurs de la médiation numérique dans leur diversité. Donc ces acteurs, ce sont des acteurs de l'éducation, de la formation dans le domaine effectivement du numérique, ce sont des civic tech, ce sont des espaces publics numériques que vous connaissez bien, ce sont aussi des maisons de services au public, ce sont des tiers-lieux. Ça, c'est un petit peu les acteurs de la médiation numérique. Et puis, ce sont effectivement de grandes entreprises dans les territoires qui se sont regroupées, qui à un moment donné ont souhaité se regrouper pour peser, pour faire ensemble face justement à l'accroissement des enjeux sur les usages. Donc nous, la mission de la coopérative aujourd'hui, c'est d'accompagner les transitions sur les usages dans les territoires. Je me permets de rebondir un petit peu effectivement sur les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Moi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'outils, donc d'outils de conception d'outils qui facilitent, que ce soit les mobilités, que ce soit l'accès aux droits. Souvent, ces outils-là, ils passent effectivement par des plateformes, par des outils numériques. Or, effectivement, tout le monde ne maîtrise pas, n'a pas forcément le savoir pour
voilà, pour accéder à ces outils-là, pour accéder à ces opportunités qu'offre le numérique en termes effectivement de nouveaux services publics, en termes de création de richesses économiques, sociales. Il faut 3 choses. Il faut une connexion. Et donc là, effectivement, les gouvernements précédents et le gouvernement actuel mettent voilà, beaucoup de poids, d'argent également avec des objectifs forts sur le très haut débit, sur la 4G. C'est également quelque chose qui, dans les territoires, se développe. Donc la connexion, voilà, l'alignement politique et financier dont parlait monsieur Kefi-Jérôme est effectivement là. On a aussi besoin d'outils, de devices, donc des ordinateurs, des smartphones, de plus en plus des smartphones et un petit peu moins qu'avant peut-être des ordinateurs pour accéder, voilà, pour accéder à Internet et aux outils numériques. Et dernière chose, eh bien, on a besoin de savoir s'en servir. On a besoin de savoir se servir de ces outils-là. Et là, ce qu'on constate et ce que constatent effectivement voilà, les acteurs qui ont un petit peu accompagné la création de la coopérative, eh bien, c'est qu'il y a un boom des besoins de croissance sur cette question-là, des réponses qui existent déjà dans les territoires, puisqu'on a quand même voilà, des acteurs de la médiation numérique qui, depuis 20 ans maintenant, œuvrent dans les territoires, rejoints par de nouveaux acteurs, des start-up qui font de l'entrepreneuriat social pour construire, qui développent voilà, des solutions innovantes là-dessus. Les centres sociaux également, effectivement, enfin bon, beaucoup d'acteurs qui, dans les territoires, œuvrent à ce sujet. Et puis, effectivement, les collectivités, les élus qui voilà, commencent à se sont déjà mobilisés et puis continuent à se mobiliser de manière croissante. Il y a un alignement donc un petit peu des planètes là-dessus, et donc la coopérative va accompagner ce mouvement-là dans les territoires. Nous, on parle ici de territoires innovants. Nous, à la MEDNUM, on croit qu'il n'y a pas de territoire durablement innovant qui n'accompagne la montée en compétences numériques des acteurs, des organisations, leur mise en réseau dans les territoires. Et donc, on est là pour accompagner la transition de ces personnes et de ces organisations-là. Alors, comment, allez-vous me demander, j'imagine? J'ai failli le demander, mais comme vous l'avez déjà fait, voilà, pas de problème. Vous voyez, je fais les transitions. Je ne fais pas encore les questions, mais je fais les transitions. Donc, nous, on accompagne. Notre mission à la MEDNUM, c'est effectivement d'accompagner les prescripteurs publics et privés de services de médiation numérique dans 2 choses. Premièrement, la conception de stratégies de médiation numérique. Donc, par exemple, j'ai un réseau d'EPN, de MSAP, de tiers-lieux sur mon territoire, puis j'aimerais un petit peu qu'ils travaillent peut-être davantage ensemble. J'aimerais les accompagner à ce qu'ils développent des modèles économiques un petit peu différents pour consolider ce réseau-là, parce que effectivement, je suis conscient que sur mon territoire, si je veux que les personnes puissent, par exemple, facilement trouver un emploi, si je suis dans un territoire rural, eh bien, ces personnes-là puissent avoir pas avoir à faire 50 km vers le prochain pôle emploi pour accéder à un service d'accompagnement. Et donc, dans ce cas-là, on a par exemple des espaces publics numériques, des maisons de service au public. Donc ça peut être la volonté d'une collectivité. Nous, on va accompagner effectivement la collectivité sur une forme d'accompagnement stratégique, de conseil à développer ça. Et la seconde chose, c'est qu'on les accompagne également dans le déploiement des dispositifs. Donc on peut être en amont et puis en aval. Une fois que le dispositif est conçu, eh bien, nous, on a un réseau de 5000 lieux sur l'ensemble du territoire français, métropolitain et ultramarin, qui justement est là aussi pour accompagner les gens sur le territoire, sur la base de dispositifs qui auraient été co-conçus avec les collectivités. Très bien, moi je pense que c'est important de le noter parce qu'effectivement les réseaux des EPN, la médiation numérique, c'est un sujet là aussi, comme le très haut débit dont on parle depuis longtemps, et on sait la difficulté des acteurs locaux à être formés, à tenir ces espaces, à avoir un modèle économique pour être durable, et le parti pris de la MEDNUM, c'est aussi de professionnaliser ces acteurs et de leur donner un souffle nouveau. Je pense que c'est effectivement une initiative intéressante, et peut-être que on est bien clair pour que tout le monde soit n'importe quel territoire peut
venir vous voir, se saisir de cette opportunité pour dire réfléchissons ensemble à comment on accompagne localement. C'est comme ça que ça marche vraiment. Hein. Alors c'est effectivement comme ça que. Alors vous prenez là. Ah ben mais écoutez, c'est notre c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que voilà, on a été créé. Alors la MENUM, c'est une coopérative, j'allais dire, ça se rapproche un petit peu du modèle start-up d'État sans en être vraiment une, c'est-à-dire que nous aussi, on part des irritants, on part des problématiques dans les collectivités, on part des problématiques voilà, d'acteurs qui peuvent être des opérateurs nationaux, hein, comme Pôle emploi, comme la CNAF, etc., pour construire ensemble des solutions, pour construire des stratégies, et puis pour intégrer un ensemble d'outils existants pour déployer cette stratégie-là. Donc il y a deux manières en fait, tout simplement, de faire, voilà, d'être partie prenante de la coopérative. Et la première chose, c'est que vous pouvez devenir sociétaire, c'est-à-dire la coopérative en son sein, on est une société coopérative d'intérêt collectif, donc vous pouvez prendre des parts dans la coopérative, au même titre que beaucoup d'acteurs de la médiation numérique l'ont déjà fait, au même titre que de grandes entreprises des territoires le font, au même titre que l'État est également actionnaire, pour prendre part au dialogue autour de la médiation numérique qui a lieu au sein de la coopérative, puisqu'on est aussi interlocuteur des pouvoirs publics sur la question. Du coup, on agit aussi dans la réflexion et dans les pistes stratégiques de la une veille, on rencontre des acteurs. Puis il y a une seconde solution qui est effectivement de devenir client de la MEDNUM et donc de bénéficier de cet accompagnement-là, voilà, pour sa collectivité, pour son territoire, sachant que nous, on agit en lien étroit, vraiment, à la fois avec la puissance publique et aussi, dont vous faites partie, hein, et aussi avec un réseau voilà, très large et qui maille finement le territoire de lieux, d'acteurs, tiers-lieux, Fab Lab, Media Lab, espace public numérique et maisons de services au public. Et on est là pour effectivement rationaliser un petit peu les stratégies, appuyer les acteurs. Donc vous êtes là tout pendant les 2 jours présents, ainsi que beta.gouv. Hein, vous êtes sur les espaces citoyens et moderniser le service public. Je vous invite à aller les rencontrer pour en savoir plus. Pour poursuivre, merci beaucoup de cette initiative et de ce point, parce que je pense qu'effectivement, dans cette révolution générale, cet accompagnement va prendre une part importante. Pour un autre défi, et pour poursuivre, Karine, sur le parcours de la métropole, on n'a qu'un seul micro, je suis désolée, j'en avais demandé un 3e, mais on essaiera de l'avoir pour cet après-midi. Quel est le parcours de la métropole aussi de Lyon a été un parcours qui est allé très dans des démonstrateurs, de l'insuffler cette dynamique à l'ensemble des services de plus en plus jusqu'aux citoyens. Aujourd'hui, dans tout ce parcours que vous avez mis en œuvre, quels sont pour toi les défis qui restent à franchir et les éléments un peu saillants de notre travail commun? Alors, déjà, ce qui me paraît tout à fait frappant dans la discussion que nous avons eue et également dans des thèmes qui restent, on va dire, très, très flottants dans le cadre de ce forum des interconnectés, mais aussi ailleurs, moi, ce qui me frappe, et c'est notamment, je rejoins tout à fait le propos de Monsieur Carré, c'est à quel point, quelle que soit la taille des territoires, nos défis se ressemblent. Lorsqu'on parle d'attractivité, faire venir, conserver aussi, s'assurer que les habitants continuent à venir, que nous attirons des talents, c'est un enjeu que l'on connaît aussi bien à l'échelle d'une grande métropole qu'un territoire de taille autre qui cherche lui-même des moyens pour mutualiser et répondre à ces questions. Et je pense que pour avancer, il faudrait déjà peut-être que l'on sorte de cette stigmatisation des grands, des petits, car cette question des défis se pose de façon relativement identique, quelle que soit l'échelle de territoire. Et c'est bien le niveau d'échange et de discussion vers lequel il faudrait que l'on puisse aller. Hakim l'a mentionné également, lorsque vous êtes une métropole, vous êtes organisé autour de constituants qui sont des communes sur lesquelles il faut faire avec cette diversité de communes. Et c'est déjà beaucoup. Et évidemment, vous veillez à la redistribution qui, de toute façon, s'impose sur différents silos, puisque lorsque vous êtes des bassins créateurs d'emplois, vous avez en effet des personnes qui habitent à quelques kilomètres, et donc se pose la question des mobilités, etc., etc. Donc la création de valeur, elle se partage et elle se traite. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, lorsque l'on regarde un peu dans le passé et dans un avenir proche,
on se rend compte que cette transformation numérique et cette transformation tout court se présente par conquêtes successives. Il y a eu le temps où il fallait absolument s'assurer que l'on puisse avoir un leadership politique sur ces questions, que le numérique devienne politique, parce que c'était l'outil, parce que c'était la technologie qui s'imposait dans les discussions et qui, quelque part, mettait un filtre sur des défis qui n'étaient pas la bonne clé de lecture. Bien heureusement, aujourd'hui, je pense que ce temps du leadership a fait de grandes avancées. On le voit d'ailleurs en présence aujourd'hui avec de nombreux présidents d'intercommunalités, de maires, de présidents de régions qui s'emparent maintenant de ces sujets à part entière, y compris à l'échelle du gouvernement, et ça c'est très bien. Et donc, nous sommes redescendus finalement de la techno à des questions, à des vraies questions, à des questions qui deviennent réellement essentielles. Et ce que je voulais dire par là, c'est que au fur et à mesure où nous avançons, ce sont des freins et des points de blocage qui se déplacent et que nous devons à nouveau adresser et renouveler. Et donc on s'inscrit dans un espèce de mouvement perpétuel. Et aujourd'hui, ce que l'on connaît, ce que l'on voit, c'est le rapport bien souvent du politique à sa propre administration et organisation, où là, en effet, il y a une refonte des modes de faire qui concerne d'ailleurs les grands groupes, qu'il faut complètement investir. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une externalité simplement de l'acteur public vis-à-vis de ses citoyens, mais l'organisation publique en elle-même, sur la façon dont on produit nous-mêmes nos services publics. Et puis, il y a aussi ce rapport, malgré tout, aux citoyens, à la population, qui est vraiment le sujet aujourd'hui de notre temps. D'où des questions qui émergent comme la médiation numérique, parce qu'on voit finalement sortir de nouvelles zones, nouvelles questions de résistance. Et ceci m'amène à finalement ce défi que nous avons aujourd'hui en commun aussi, qui est l'organisation de ce saut culturel. Car maintenant, au-delà de la technologie, c'est cette conduite du changement qui a été évoquée, qui s'inscrit, et c'est là toute la difficulté, dans un mouvement perpétuel. C'est-à-dire que nous sommes en position évolutive, avec des termes qui sont très symptomatiques. C'est-à-dire que toutes les années, on voit de nouveaux thèmes sortir. Bon, il y a eu la data, maintenant c'est la blockchain. Alors, il faut déjà comprendre ce qu'est la blockchain pour pouvoir y répondre. C'est tout à fait, c'est un défi à part entière. Et tout ceci pour dire que finalement, nous sommes face à quoi? Nous sommes face à de la multitude et nous sommes face à du multidimensionnel. Et pour ceci, ça demande en effet de réfléchir à des gouvernances, mais surtout de mettre en place des stratégies à nos échelles et des stratégies aussi qui nous relient les uns les autres, parce que ces défis, encore une fois, sont en effet communs. Et donc, ce à quoi nous avons à répondre, c'est déjà le défi de tout faire en même temps. C'est impossible de tout faire en même temps. Donc, ça veut dire qu'il faut des partis pris. Et dans ces partis pris, c'est là où, en effet, on peut revenir à ces notions de besoins primaires, secondaires, qu'est-ce qui est le plus important. Et parfois, dans le fait de ne pas pouvoir tout faire certaines choses, parce qu'il faut aussi des temps de focus pour avancer. Et puis aussi, faire avec une superposition des cultures et des évolutions de services. Car contrairement à ce que l'on pense, et même si le fait de faire par exemple des petites choses radicales et de s'intéresser à des communautés de savoir-faire est une stratégie à part entière, elle s'oppose à, malgré tout, dans la vraie réalité, à des services qui restent en place et qui doivent s'articuler les uns avec les autres. Et de la même manière, il y a le passage à l'échelle qui reste une question, c'est-à-dire quelle est l'étape d'après. C'est-à-dire que ça, d'ailleurs, on arrive relativement à bien le faire dans les territoires parce qu'on maîtrise nos environnements, on connaît nos acteurs, on sait les mettre en mouvement, mais il y a toujours ce défi d'après qui est le passage à l'échelle. On évoque aussi beaucoup des irritants que nous adressons. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que vous avez, et c'est très symptomatique aussi de l'acceptation et de ce saut culturel, dans les irritants, vous avez aussi des termes qui deviennent eux-mêmes irritants. Start-up devient un terme irritant. Je le dis un peu par provocation, mais c'est vrai, parce qu'on en a beaucoup parlé, et ceci peut-être au détriment des entrepreneurs, des PME, enfin des chefs d'entreprise. Le terme même ville intelligente devient un irritant. Et d'ailleurs, ce n'est pas si anodin que ça de ne pas avoir parlé de territoire numérique, mais de territoire innovant. Donc on a aussi tous ces termes qui valent pendant un temps et puis qui, dans un autre temps,
doivent à nouveau être dépassés et réinventés. Donc tout ça pour dire et pour conclure et répondre peut-être à la question qui était posée, c'est que oui, aujourd'hui, je pense que, et on le voit nous par expérience de territoire, c'est-à-dire nous à la métropole de Lyon, nos nouveaux défis, au-delà de l'expérimentation, au-delà du fait d'avoir réinventé ces relations publiques-privées et population, on voit aujourd'hui comme des défis extrêmement temporels et majeurs cette question des frontières et des fractures, le fait de rechercher des équilibres et de donner accès à tous dans ces tentatives au-delà des tensions qui restent nécessaires, la question de la confiance, qui est un préalable pour organiser ce saut culturel. Et c'est là où je pense que le rapport État-territoire, l'acteur public a un rôle particulier à jouer. On le voit dans cette question de la donnée. Nous avons conduit cette année un programme sur la donnée personnelle et j'ai été extrêmement effarée de toutes les préoccupations et angoisses qui sont remontées à la surface sur cette préoccupation majeure de la donnée personnelle et cette dépossession que l'on vit et qui finalement empêche certains services de s'imposer ou qui bloque complètement l'usage au service qui est proposé. La question aussi du progrès, de la création de valeur qui doit perpétuellement nous préoccuper. Et puis évidemment, celle qui nous rejoint aussi ici, c'est le passage en effet à l'échelle. Merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde très riche, je vous propose chacun de nous donner un mot ou une phrase qui résumerait peut-être un peu les défis. Vous les avez un petit peu évoqués. Peut-être, Karine, on peut parler de confiance dans ton cas. C'est peut-être un terme qui ressortirait de l'ensemble du propos. Confiance et saut culturel, oui. Moi, j'utiliserais le mot de solidarité territoriale, voilà, enfin, le numérique pour une solidarité territoriale. Alors, il faut chercher un mot, agilité. Voilà, il faut que nos administrations et autres deviennent agiles. Ce ne sera pas un mot, ce sera une petite phrase. Simplement de dire... Triche un peu. Voilà, non, mais simplement... ce que disait Karine, moi je souscris complètement. On est aujourd'hui dans un temps hyper intéressant pour parler de tous ces sujets de transformation numérique. C'est le temps où on parle du droit à l'expérimentation au travers du droit à l'erreur. Je pense que si on veut innover, il faut amener un vrai droit à l'expérimentation dans ce pays. Super. Le faire, moi je dirais, le faire. Vous n'imaginez pas le pouvoir, en fait le pouvoir s'est transféré, le pouvoir aujourd'hui, vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez vous. Vous pouvez, pour 10 € par mois, fabriquer un service public national qui peut passer à l'échelle. Tous ne réussiront pas, mais vous pouvez le faire. Alors moi, je dirais appropriation. Appropriation, notamment des outils, effectivement, qu'on a évoqués aujourd'hui et qui sont développés. Appropriation par les citoyens, appropriation par les organisations, appropriation par les administrations, les services publics. Merci beaucoup pour ces grands enjeux qu'on retient. Merci beaucoup pour le dynamisme et l'enthousiasme qu'on rencontre dans l'ensemble de ces territoires. Vraiment, on est toujours ravis de vous écouter et de voir que ça progresse très fort. Merci beaucoup, on vous applaudit.